Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont là. Hello. On va vite fait attendre quelques minutes que les gens se connectent un petit peu, que tu puisses nous dire si la vidéo fonctionne, si le son fonctionne. Hop. Ok. En tout cas, on est ravis d'être là, toutes les deux. Hein. On avait hâte. Ouais, on avait hâte. Il est prévu depuis un moment déjà, ça fait plus d'une semaine qu'on a annoncé qu'on allait faire ça, donc l'envie est là. Donc à voir là, on attend vraiment qu'on ait une validation du son et que tout fonctionne bien, que la connexion elle est bonne et tout. Et ensuite on va te donner les 8 étapes essentielles pour améliorer ton dribble en match. C'est un contenu qu'on a créé au bout de 20 ans d'expérience, donc c'est du lourd. Plus une surprise de dingo à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la surprise elle vaut le détour. Yes. On se fout pas de vous. Bon, alors... Ok, est-ce que les gens connectés peuvent nous dire, mettre un petit commentaire comme quoi on nous entend bien, on nous voit bien et la connexion est bonne, s'il vous plaît. Pour l'instant, il n'y a personne qui a mis de commentaire. Salut, vous êtes 8. Alors j'ai dit qu'à chaque fois qu'on passait une dizaine, je faisais la hola. Une petite danse. Ouais, bah Mel aussi, enfin, trop bien. On fait une hola quand on passe des dizaines, donc là on est 9. Aïe aïe aïe, ça grimpe, trop bien. Voilà. Bon écoutez, on va commencer et s'il y a un problème, vous allez nous signaler au fur et à mesure, je pense. On entend. Merci Fab. Trop bien. Vidéo en direct interrompue. Ah. Non mais ça va, hein. C'est bon. Ok. Bon, désolé s'il y a des petits bugs, hein. On progresse petit à petit, là déjà on a bien installé tout, donc ça devrait le faire. Donc, si t'es ici, c'est que t'as envie d'améliorer ton cross, t'as envie de t'améliorer globalement sur le terrain, ou alors t'es un coach qui a envie de faire améliorer tes joueurs et de progresser de niveau en niveau. Et on est ravis de te rencontrer ce soir, on est vraiment content d'échanger avec vous. Juste pour le cadre un petit peu de tout ça, si t'as des questions par rapport à ce qu'on dit, si t'as des remarques, sache qu'il y aura un temps où on va lire un peu tout ça à la fin, mais par contre on va d'abord dire nous ce qu'on a à dire, le contenu qu'on veut donner. Donc les étapes essentielles justement pour que ton cross il s'améliore en match. Donc c'est normal si on ne lit pas tous les commentaires en temps réel, mais ils seront lus, et donc n'hésite pas à partager des choses ou à poser des questions si tu en as. La première chose, c'est pourquoi c'est important d'améliorer ta dextérité sur le terrain. Nous, on a pas mal vadrouillé. On s'est aperçu qu'une joueuse ou un joueur qui n'a pas un dribble performant, clairement au plus haut niveau c'est très compliqué, quel que soit son poste de jeu. Y a beaucoup de pick and roll déjà, donc c'est un jeu qui est très sur balle en main et dribble au sol, donc impossible, si tu veux vraiment passer un cap, impossible de faire une croix sur la dextérité. C'est des choses que tu verras dans notre vécu, enfin moi personnellement j'ai pu vivre en croyant que j'avais pas besoin d'un dribble parce que j'étais poste de shooteuse, mais en fait c'est vraiment pas logique, c'est un aspect que tu es obligé de travailler si tu as de l'ambition, si tu as envie de passer un niveau supérieur et d'être tranchant sur terrain contre 1 surtout, donc c'est quand même ça qui nous intéresse, d'avoir des vraies responsabilités en match. Ouais. Si tu as envie d'être à l'aise aussi, sans forcément avoir envie d'être au plus haut niveau, mais ça peut t'aider aussi pour être vraiment à l'aise sur les skills, c'est-à-dire que plus ça va s'accélérer, plus ça va être compliqué de maintenir ta dextérité en match, et si ça c'est pas travaillé avant, à l'entraînement régulièrement, ça va vite te poser des problèmes, et tu vas voir que quand tu auras d'autres choses moi je suis meneuse, donc quand tu auras d'autres choses à gérer, ça risque d'être compliqué. Yes. Le deuxième truc, c'est que ça suffit pas de juste bosser ta dexté et de travailler sur le terrain, c'est que nous on s'est aperçu qu'il y a énormément de jeunes joueurs, notamment lors du camping qu'on a fait, qui ont des skills de malades, mais des trucs que nous on n'avait jamais vus en tant que vieille, ancienne de plus de 25 ans. Les enfants étaient capables les jeunes même jusqu'à 15-16 ans étaient capables de faire des crosses de malades en 1 contre 0, et dès que c'était en match ils étaient capables de les placer, mais ils gagnaient jamais le 1 contre 1, ils allaient jamais jusqu'à leur shoot à eux, ils allaient jamais jusqu'au lay-up, ils allaient jamais jusqu'à provoquer une faute. Ils avaient des super skills un peu comme Oncle Drew, mais jamais il y avait un panier au bout, en fait il y avait rien de tranchant. Et nous c'est vraiment ce qu'on veut apporter à travers ce contenu là, c'est que tu peux bosser autant que tu veux en dehors du terrain, il y a aussi des choses à savoir qui te permettent de retranscrire ce que tu as appris, de retranscrire tes bonnes mains pour qu'elles soient vraiment efficaces sur le terrain et que tu puisses gagner tes 1 contre 1 avec la balle.
Du coup, dans cette vidéo, on va te dire en fait ce que tu peux et dois mettre en place pour passer ton adversaire et avoir un excellent dribble en match. D'abord, on va se présenter un petit peu, peut-être que tu ne nous connais pas du tout, peut-être que tu nous connais bien, n'hésite pas à le dire en commentaire d'ailleurs si on a déjà travaillé ensemble ou si on a déjà interagi, ce sera cool d'avoir de tes nouvelles ou quoi. Du coup, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait Mel, tu veux commencer ? Ouais. Qui on est? Bon, bah, moi je vais parler pour moi. Donc moi c'est Mélissa. J'ai été meneuse pendant 11 ans, basketteuse professionnelle. Voilà, donc moi le dribble c'est clairement mon truc. Ça fait partie de mes grosses forces et j'ai construit ma carrière essentiellement là-dessus. Enfin, c'était vraiment une de mes grosses forces. Donc voilà. Yes. Et puis moi, du coup, 6 années en ligue féminine, je suis passée par l'INSEP, si tu connais, c'est là où il y a les 10 meilleurs potentiels de chaque année. Je fais attention aux mots parce que c'est pas les meilleures joueuses, c'est les meilleurs potentiels et c'est quand même, ça fait une grosse différence. J'ai été en équipe de France jeune, 3 médailles, dont une médaille d'argent au championnat du monde U17 contre l'Amérique, les États-Unis de Stewart. Je sais pas si tu connais, c'est celle qui s'est pété le tendon d'Achille dernièrement, mais c'est une des grosses stars planétaires du basket féminin. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. En quoi la dexté nous a aidé moi, clairement, ça a été de switcher de joueuse de rôle, c'est-à-dire défenseur, jeu sans ballon, qui a la niaque, machin, à ok, je suis franchise player dans une équipe. Et c'est vraiment ce travail de dextérité là, intelligent et performant, que je pouvais retranscrire sur le terrain, qui m'a permis de passer ce cap de switcher en fait. Donc moi c'est vraiment en ça que la dextérité m'a aidé. Toi t'as quelque chose à dire? Ouais, de mon côté, moi la dextérité elle m'a aidé clairement dans mon rôle de meneuse. Moi sans dextérité, c'était mon fonds de commerce, donc sans dextérité j'étais une bonne partie amputée de ce que je pouvais faire. Donc moi ça a été vraiment, je dirais, beaucoup de mon temps avant les entraînements, après les entraînements, ça a été vraiment une partie que je faisais en plus régulièrement dans mon travail quotidien, quoi. Ouais, et du coup là ça enchaîne avec le point suivant, donc t'es une machine. C'est que du coup à force, nous deux compilés ça fait 20 ans au plus haut niveau, où on a chaque jour cherché des exercices, cherché des stratégies, cherché des inspirations qui pouvaient nous permettre de crosser sur le terrain. Et tout ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de te donner ce soir. Donc, encore une fois, reste connecté, le contenu arrive. Voilà. Sache que tout est exclusif là, hein. Tout ce qu'on balance, c'est vraiment un truc qu'il n'y a nulle part sur notre site, nulle part sur notre page. C'est vraiment, ça sort de nos têtes, de nos corps, de notre expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Du coup, les 8 étapes qu'on a listées essentielles pour améliorer ton dribble en match, on va te les présenter maintenant. Donc, la première qui nous semblait importante, c'était de différencier le travail statique et le travail en mouvement. Si tu imagines un bébé et que la première chose que tu lui demandes c'est de courir un sprint, il va se ramasser une gamelle mais sale et en plus il va se faire super mal. Alors que si jamais, comme tous les parents entre guillemets sains d'esprit ou en tout cas bienveillants, on va d'abord l'accompagner tranquillement, ensuite on va lui lâcher les mains pour qu'il fasse tout seul et ensuite peut-être éventuellement, peut-être un an après, il va se mettre à courir. C'est exactement le même travail avec le statique et le en mouvement, sachant que si tu fais que du statique, ça va pas, et que si tu fais que du en mouvement, c'est pareil. Tu pourras pas faire comme le bébé et apprendre petit à petit à faire le move. Donc il est important que d'abord pour t'approprier quelque chose, tu sois en statique et qu'ensuite tu puisses le retranscrire en mouvement. Mais si tu ne travailles qu'un des deux, soit tu seras super fort en statique et du coup en match, quand il y a du mouvement justement incapable de le retranscrire, soit tu travailles que en mouvement et du coup c'est difficile d'aller chercher des nouveaux skills, des nouveaux crosses parce que tu seras tellement dans aller vite que tu voudras pas perdre la balle, que tu voudras pas être en inconfort en fait sur ton dribble et du coup tu créeras rien de nouveau et tu resteras dans ce que tu as l'habitude de faire parce que ce sera plus difficile pour toi. Donc c'est vraiment cet équilibre entre ok je travaille sur le côté du terrain mais ok je fais aussi du en mouvement pour me préparer au match. C'est tout dit. Okay. La deuxième étape essentielle pour améliorer ton dribble, c'est la différence de travail entre l'analytique et la situation réelle. Donc là c'était un petit peu on a eu un petit débat avec Mel juste avant entre la différence entre bosser statique et analytique.
pour moi, le travail analytique, c'est pas facile à dire. C'est vraiment où tu découpes, tu décomposes un geste. Le travail analytique, pour moi, c'est de la le travail statique, c'est de la répétition. Le travail analytique, c'est on prend un geste en fait et on le regarde au microscope. On regarde de A à Z comment il est fait, comment tu peux le reproduire très lentement. Donc tu regardes vraiment, tu peux même te regarder en vidéo, ça fait partie d'un travail analytique. Et le travail en situation réelle. Donc la situation réelle, c'est je suis en mouvement, je suis fatiguée, je dois regarder mes coéquipiers, je dois prendre en compte le score, je dois prendre en compte la stratégie de mon équipe, je dois prendre en compte l'adversaire, je dois prendre en compte ma mère dans les tribunes qui crie, bah oui, ça fait partie aussi. La gestion du stress, etc. C'est aussi un facteur super important. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il y a du travail analytique et de la situation réelle. Et encore une fois, il y a un équilibre à trouver entre les deux si tu veux vraiment avoir une rentabilité sur le terrain. En restant que dans l'analytique, ben, tu vas avoir un super book de photos de toi en train de faire des super crosses, mais impossible de refaire sur le terrain. Et si tu fais que du en mouvement, ben, tu vas être en panique, tu vas jamais savoir techniquement ce que tu es capable ou non de faire. Et du coup, bah, déjà, ta confiance, elle va baisser de ouf parce que tu n'auras pas de repères. Et en plus, toi, ta rentabilité, si tu grimpes de niveau, bah, elle va pas être bonne non plus. Effectivement, là-dessus, ben oui, c'est ça, c'est vraiment important d'avoir un équilibre entre les deux. Sur les deux premiers points, c'est ultra important parce qu'effectivement, ben, comme Claire le dit très justement, si tu es que dans du statique ou de l'analytique, tu vas faire des mouvements, mais tu vas pas les avoir totalement dans la situation réelle et du coup, bah, arrivé en match, tu maîtriseras pas, enfin, tu maîtriseras le move, mais comme on disait tout à l'heure, ben, on aura le cas de ok, j'arrive dans une situation, j'ai les moves, j'ai les crosses, mais qu'est-ce que j'en fais en match en fait? Et du coup, c'est important vraiment de trouver une balance entre les deux. Yes. N'hésite pas, hein, si tu as des questions, là on les lit pas des commentaires, mais on les lira à la fin. Donc n'hésitez pas, on a vu vos coucous, c'est cool, on vous répondra à la fin. La troisième étape essentielle, si tu veux vraiment avoir un cross percutant, c'est tout simplement, même si ça semble hyper simple, hyper basique, de bosser en fonction de ton poste de jeu, de ta taille et de tes préférences. Préférences physiques, mentales, de localisation sur le terrain, de préférences physiologiques, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. On a tendance à faire la même chose à tous les joueurs. Enfin, moi j'ai le souvenir en deuxième division française d'une intérieure qui faisait des exercices de dextérité où elle était pliée en 4 parce qu'elle essayait de dribbler bas et au final elle avait la tête dans le parquet, enfin c'était n'importe quoi, elle aurait pu se faire 3 scolioses juste en 5 minutes. C'est vraiment un truc qui est basique mais qu'on oublie, c'est que si jamais tu es intérieur, tu dois bosser de façon à ce que en match, sur ton poste de jeu, sur les endroits sur le terrain où tu es, dans les situations dans lesquelles tu es, tu puisses reproduire. Sinon ça n'a pas de sens et tu bosses... c'est comme si, bah voilà, c'est l'exemple qu'on avait noté, c'est comme si Stephen Curry bossait comme LeBron. Ça semblerait aberrant, étant donné leur différence de gabarit, leur différence de préférence, leur rôle différent dans l'équipe aussi. Enfin, c'est vraiment un non-sens. Donc là, ça t'oblige effectivement à regarder tes préférences, où est-ce que tu peux vraiment impacter, ce que tu préfères, ce que tu n'aimes pas, et à te positionner par rapport à ça, et à vraiment essayer d'individualiser au maximum, quels que soient les exercices proposés par tes coachs, et puis si tu es coach, d'essayer d'individualiser au maximum quand tu fais de la dextérité avec tes joueurs. Parce que c'est vraiment là qu'ils vont vraiment avoir une progression importante. Yes, effectivement, et ça nécessite aussi peut-être de prendre des notes après tes entraînements, de te demander déjà qu'est-ce que je préfère, parce que moi je sais que dans les coachings que je peux avoir avec certains joueurs, y en a beaucoup qui ne se demandent même pas ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils préfèrent faire en fait. Donc ouais, c'est aussi tout un travail de recherche et de savoir, d'expérimentation, encore une fois, et le poste selon l'âge il peut aussi bouger. Je sais que toi tu es un excellent exemple là-dedans, qui a travaillé en intérieur quand elle était jeune et qui a basculé sur le poste d'ailière en professionnel. Donc c'est aussi important d'aller chercher vraiment ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, et peut-être avoir aussi cette vision portée vers l'avant en se disant tiens, si j'ai envie d'aller un peu plus haut dans le niveau, peut-être que à ce moment-là je suis peut-être intérieur, mais peut-être que plus loin je serai peut-être ailier, voire meneur. Et du coup comment je travaille avec ça, quoi. Voilà. Ouais. Si tu regardes, n'hésite pas à aller regarder des informations sur Anthony Davis. À un moment donné, Bein, il faisait une pub où... Oh là là, j'avais pas le droit de dire Bein. Je fais du placement de produits, c'est incroyable. Du coup, Anthony Davis, il a commencé, il était... Attends, je me trompe. Il était meneur, on est d'accord. Et ensuite, il a fait une poussée de croissance incroyable qui a fait qu'il est passé intérieur. Et du coup, quand tu le vois jouer, tu vois aussi qu'à un moment donné dans sa carrière, il a été meneur, même si c'était il y a longtemps. Il a encore des attitudes
une vista, une anticipation, etc., une connaissance du jeu, qui aujourd'hui au plus haut niveau lui servent de ouf. Donc avoir cette... bon, lui il a peut-être pas anticipé qu'il allait prendre 60 cm en un été, hein, mais c'est juste pour te mettre en alerte sur toi, où est-ce que tu veux être, quel poste de jeu tu as envie de jouer, etc. Et aussi ce que je voulais rajouter, c'est que tes préférences elles dépendent que de toi. C'est pas parce que pour l'instant on te trouve performant dans cette équipe sur ce rôle-là que c'est forcément là ta préférence. Donc c'est peut-être à remettre en question en fonction de vraiment ce que tu veux et non pas ce que ton coach, les joueurs à côté de toi, tes parents, etc. te disent. Donc il y a vraiment une nuance à faire. C'est d'ailleurs ce que tu fais un petit peu en coaching avec les basketteurs. Alors, le 4e point qui est vraiment aussi méconnu dans le basket, en tout cas à notre connaissance dans le basket français, c'est de bosser 80% sur ta main forte et 20% sur ta main faible. Si tu connais pas, ça s'appelle un peu la loi de Pareto, clairement. Tout à fait, ouais. Donc n'hésite pas à aller checker sur Google si ça t'intéresse. Le but c'est quoi? C'est de rentabiliser au maximum tes entraînements, de une, et de deux, d'être au maximum proche de ce qui va se passer en match. Donc Mélissa, c'est son exemple préféré. C'est mon exemple préféré, donc effectivement je le donne souvent aussi, mais quand tu réfléchis sur un match, combien de fois tu shootes avec ta main faible, je pense que ça doit pas être très loin de 1, voire 2. Voilà, 3 si t'es super audacieux et que t'as envie de te challenger sur ta main faible, mais en général c'est vraiment très très peu. Donc imagine le temps que tu perds à l'entraînement si tu t'entraînes tout le temps sur ta main faible et qu'au final pour en match shooter 1 ou 2 fois c'est beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats. Donc en gros nous on part vraiment du principe que passe 80% du temps à travailler ta main forte pour consolider et ce que t'aimes et ce que tu peux faire et sais faire en fait. Donc, tu vois, depuis le début, ça fait plusieurs fois qu'on te dit de faire ce que t'aimes faire. C'est vraiment pas forcément la chose la plus répandue. Donc peut-être que si ça peut t'aider à regarder un peu ce que t'aimes, c'est cool. Puis c'est du plaisir surtout. Ouais, grave. Aussi, carrément. On n'oublie pas que là, voilà, en travaillant 80% du temps sur ce que t'aimes faire et ce que tu sais faire en match, ça va être du kiff derrière parce que tu vas non seulement t'améliorer, mais derrière en match, ça va être plus facile à placer. Carrément. Yes. Pour la 5e étape essentielle pour améliorer ton dribble, c'est de mesurer tes progrès. Nous, on a un coach qu'on kiffe qui dit ce que tu mesures progresse. Donc inversement, si tu mesures pas, tu progresses pas. Il y a un petit truc un peu comme ça, qui est moins vrai dans l'autre sens, mais dans tous les cas, ce que tu mesures progresse. Donc si tu mesures que tu as fait un progrès sur un exercice, tu vas pouvoir déjà de une avoir un repère pour l'entraînement suivant, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de refaire cet exercice, tu pourras passer à un niveau plus difficile d'exercice. Et tu vas gagner du temps de ouf sur ça, sur ta préparation d'entraînement et savoir ce que tu vas pouvoir retranscrire ou pas en match derrière. Donc tu auras une clarté de ouf sur ok, j'en suis là, je veux aller là, certes, mais pour l'instant j'en suis là, j'ai passé cette étape-là, ensuite j'ai passé cette étape-là. Si tu mesures rien, tu as également zéro satisfaction de ton travail. Moi, c'est vachement ce dans quoi j'ai été, de faire énormément de dribbles analytiques, tac tac tac, je driblais 30 minutes par jour et tout, bourrine de ouf. Au final je mesurais pas de progrès, je kiffais pas, j'étais là, au final ça changeait rien, ça m'apportait aucune joie, aucune motivation et en plus il n'y avait pas de résultat concret sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à faire, c'est de mesurer tes avancées quand il y en a et d'essayer de te focaliser dessus en fait pour continuer à travailler et voilà, être dans une démarche de progression. C'est ça. Là ça peut rejoindre le point d'avant de prendre un cahier, de prendre des notes pour mesurer tes progrès. Ok, là je suis en train de bosser sur un certain type de cross. Où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que j'ai démarré? Où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ça peut être 3 choses qui peuvent te permettre de mesurer rapidement où est-ce que t'en es en fait. Ouais. Ok. Bon, écoute, moi c'est tout sur celui-là. On est à la combien du coup? 1, 2, 3, 4. 6e, merci. Merci mon scribe. La 6e, c'est la 6e étape super importante pour bosser ton dribble. C'est que faut savoir que pour crosser quelqu'un, si tu veux vraiment ça, tu es obligé de bosser ton haut du corps, donc clairement tes mimines, tes épaules, etc., tout le haut du corps, mais que ton footwork, donc le travail d'appui, je parle pas bien français, je suis désolée. Du coup, ton travail d'appui, ton footwork, tu es obligé de le bosser si tu veux passer ton adversaire. Encore une fois, au camp PIC qu'on a fait, on avait un jeune, je pense qu'il avait 13-14, super skills et tout, et franchement incroyable sur le papier, en vidéo, magnifique, et dès qu'il était en 1 contre 1, il passait pas son adversaire, alors qu'il avait un bon tir, mais il se créait jamais l'espace en step back,
parce qu'il savait pas pourquoi il crossait, il savait pas utiliser ses jambes en fait au service de ses bonnes mains. Et du coup au final c'était ok, super skills aux entraînements, il était jamais en difficulté sur les exercices de 1 contre 0, et dès qu'il y avait quelqu'un, aucune rentabilité ou très peu par rapport à sa capacité dans les mains. C'était juste incroyable. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il s'amusait à dribbler tout le temps, donc ça c'est super cool, c'est un bon départ. Si t'es tout le temps en train de dribbler, c'est trop bien. Mais par contre, t'es obligé de bosser aussi sur tes jambes, et sinon c'est mort. Au moindre contact, tu vas voler, tu vas pas te créer d'espace, tu vas pas être plus explosif que ton adversaire, donc il va toujours être dans tes pattes, te gêner, tu vas jamais pouvoir avoir un tir propre, et au final ton efficacité elle va pas être bonne. Et moi par rapport à mon expérience, effectivement, j'ai bossé pendant un temps beaucoup sur les mains et le haut du corps. Et je me suis rendu compte aux alentours de 25 ans que ça suffisait pas et qu'effectivement il y avait quelque chose à faire au niveau des pieds et au niveau des feintes et des feintes au niveau des pieds aussi, et c'est ce qui va amener ton défenseur en fait à bouger pour pouvoir crosser avec le haut du corps à ce moment-là. Mais effectivement, s'il n'y a pas de coordination entre les deux et que tu n'as pas travaillé les deux ensemble, ça va pas faire la différence, comme ça pourrait être spectaculaire quand tu mets vraiment les deux. Et pour avoir fait juste le haut du corps et avoir mis le footwork comme on l'appelle et le haut du corps en combiné, derrière j'ai réussi à faire tomber des gens, donc c'était vraiment pas la même. Ça c'est clair. Ok, 7ème étape essentielle pour passer ton adversaire en match, c'est te challenger au-delà de ta zone de confort. Ça c'est un truc, pour nous c'est non négociable. On a déjà fait une vidéo qui s'appelle si tu perds pas la balle tu travailles pas. On est vraiment dans une démarche où si tu fais ce que tu as toujours fait et que tu es confortable, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce qu'en match, ce sera pas confortable. Donc ton entraînement, il doit absolument te challenger. Ton entraînement en dextérité doit te faire perdre la balle le répéter jusqu'à ce que tu arrêtes de perdre la balle en fait. Mais sans baisser ton exigence. Donc avoir une exigence haute, perdre la balle au début, répéter, et boum, ne plus perdre la balle et passer à l'exercice d'après. Si tu restes dans une démarche de je ne perds pas la balle, je contrôle tout bien mon dribble et du coup je suis bien propre. Je prends des belles photos aussi, c'est joli. Et du coup, ta progression elle sera vraiment limitée par ça. Après, si c'est ce qui te motive, c'est cool aussi. Nous, on parle là des gens qui ont envie vraiment de faire progresser soit leur équipe si t'es coach, soit toi en tant que joueur si t'as envie vraiment d'avoir un cross beaucoup plus percutant. Donc voilà, c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose que nous deux on a travaillé quand on était dans la même équipe, et effectivement tu vois la différence quand tu te... Moi j'ai beaucoup bossé aussi en travaillant vraiment au départ en échauffement, travailler sur des crosses, un petit peu sur des plots à vitesse, on s'échauffe tranquille. Mais c'est vrai que ça c'est bien pour démarrer, mais par contre au bout de 5-10 minutes vous êtes chaud et il faut monter en température et en vitesse de main. Donc vraiment là c'est le moment où il faut se challenger, et même si vous êtes dans un circuit avec votre équipe, perdez la balle, on s'en fout, vous courez la récupérer, vous vous mettez derrière, mais tant que vous perdez la balle, vous progressez. Donc challengez-vous là-dessus, ne regardez pas, ne passez pas du temps à vous dire ah mais moi j'ai perdu la balle, qu'est-ce que les autres vont dire. Non, il n'y a pas de ça en fait, c'est juste si vous êtes au clair avec votre progression, prenez votre balle, allez-y, si vous devez la perdre 3 fois sur le circuit, c'est pas grave, c'est là où vous progressez. De ouf. Et vous regarderez à la fin de la saison la progression par rapport aux autres. Ça renvoie. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle en général, tout le monde se tait. Ok, la dernière étape importante, si tu veux vraiment avoir un cross de ouf, c'est ta mentalité de progression pour tenir dans la durée. Si par exemple là tu raccroches et que tu as une pulsion incroyable de dextérité qui va te faire 3 heures de dextérité dans ton appartement ou je sais pas dans ta chambre, et que derrière il y a des voisins, attention il y a des voisins, et que derrière au final tu arrêtes, le lendemain t'as plus trop envie, le surlendemain tu fais un petit peu de dribble mais t'as plus trop envie, et qu'après basta, t'as oublié la vidéo et puis on se quitte bons amis. Des fois tu vois nos posts passer, tu mets un petit like parce que t'es cool et tout, donc merci pour ça. Mais la différence entre la mentalité de sprinter et la mentalité de progression, c'est ta rentabilité sur du long terme. Mélissa elle parlait du résultat à la fin de la saison, et c'est vraiment ça qu'on t'invite à regarder, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place. Donc 1% que tu puisses mettre en place dès maintenant, 1% de progression vers un meilleur cross que tu puisses mettre en place dès maintenant sur une longue durée qui peut être 15, 30, 60 jours, 90 jours si tu es vraiment en mode je veux du long terme et je veux du vrai résultat, et de t'y tenir en fait. C'est mettre un objectif qui est atteignable, donc ça peut être
je m'engage à faire 10 minutes de dextérité avant chaque entraînement que j'ai. Si j'en ai 2 par semaine, je le fais 2 fois, sinon les 3, j'en fais 3, etc., etc. Mais par contre, je m'y tiens, je fais que 10 minutes, mais c'est du solide et je le tiens pendant 1 mois. Et à la fin, je mesure mes progrès. Je prends du recul sur ce qui s'est passé, j'analyse si j'ai réussi ou pas. Et bon, pourquoi pas, si j'ai réussi, je me félicite. Ou d'une manière ou d'une autre, je m'offre une glace ou un truc. Moi, je vais jouer au flipper, perso. Chacun ses délires. Mais vraiment que tu puisses, dans la durée, en fait, préparer ta progression. Et c'est un genre de terreau fertile que tu peux mettre et qui, sur la durée, va t'apporter une plus-value de dingue, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Tu auras une stabilité de ouf parce que tu sauras où est-ce que tu vas, tu connaîtras tes objectifs par cœur. Et quand on te demandera, bah toi, tu veux faire quoi, bah tu sauras pile, bah ouais, moi je veux faire ça, mes objectifs c'est ça, et boum, ce sera hyper clair pour toi. Et l'énergie, elle est complètement différente en fait. Et tu perdras pas de temps à l'entraînement quand tu arrives avec tes chaussures, machin, ton sac, tu es en train de discuter avec les potes, les machins. Non, en fait, toi, tu sais que tu as envie de progresser en dextérité, donc tu prends tes affaires, tu vas faire tes 10 minutes, 2 fois, 3 fois dans la semaine, et c'est comme ça que tu vas voir sur la durée, vraiment, c'est vraiment un escalier. Tu vas mesurer 1% à chaque fois de plus à ton entraînement, ça va vraiment faire la différence sur la totalité. Et voilà, c'était justement en contradiction avec la mentalité de perfection qui, elle, va te mettre en situation de ok, là je suis à fond, je vais m'y mettre tout de suite, et puis je vais avoir un pic d'envie majestueux, et puis derrière ça va être le pic qui va te casser tout autant, et du coup tu vas mettre 3 semaines à te rétablir de ça, et du coup ta motivation elle va être voilà. Ouais. Alors que si tu commences petit et que tu vois chaque jour un petit peu plus, c'est vraiment là où tu vas avoir la différence. Ouais. Et tu vas voir peut-être que on va se moquer de toi dans ton équipe au départ si tu fais des trucs un peu différents, si t'es déter dans ton truc, que tu négocies pas avec ça, en fait on va te dire ouais mais t'es un peu chiant, t'as changé, ou je sais pas quel autre truc. Et tu verras que genre 3-4 mois plus tard, quand tu passeras des crosses de ouf, tout le monde va dire attends mais comment t'as fait, je comprends pas. Bah si, t'as compris, non, tous les jours tu me vois m'entraîner 10 minutes en plus que toi, donc y a quoi d'autre à comprendre en fait. C'est ça. Et voilà. Là, surtout, tu diras, bah, c'est Basketball Impulsion, ouais, tu donneras notre numéro. grave, carrément. C'était l'instant pub. Ouais, c'est ça. Ok, donc voilà tes 8 étapes. Je te rappelle qu'on lira les commentaires. On les lit maintenant ou tu veux qu'on... Ouais, on peut faire un tour. Allez, on fait un petit tour commentaire. Ok, monsieur Mathieu est là. Bonjour à tous ceux qui sont là, vous êtes 18, donc une petite danse parce qu'on était plus que 10, alors c'est cool. Yes. C'est bon ça. Alors, Simon qui demande, je pense que tu vas être contente de répondre à ça. Pourquoi ne pas s'entraîner autant de temps sur chacune des mains? Car si on arrive à avoir une bonne main faible, ça aide si on nous met la pression, etc. Merci Simon pour ta question. Yes, bah du coup merci, mais Simon, effectivement, je vais te demander du coup de t'imaginer en match combien de temps tu passes à dribbler sur ta main faible réellement. Moi personnellement, en plus c'est ma main droite et tous ceux qui m'ont vu jouer savent que la plupart du temps, je pense que moi c'était plus près des 90% sur la main gauche qu'autre chose. Après, c'est un choix, hein, c'est notre orientation. Si toi tu le sens autrement et que tu as envie de faire du 50-50, vas-y, mais en termes de rentabilité, nous, de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas suffisamment rentable pour nous. Ouais, bah n'hésite pas, si ça t'intéresse, à aller regarder la loi de Pareto en fait, parce que c'est vraiment de ça dont on s'est inspiré, et aussi de nos expériences sur le terrain où on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont plus rentables que d'autres, effectivement. Et derrière, on a découvert cette loi-là. Donc je t'invite, si tu as envie d'en savoir plus sur ce fonctionnement-là et peut-être regarder ce que nous on fait, ben, d'aller regarder la loi de Pareto pour voir ce qui est différent en fait et ce que ça peut t'apporter. Ok, Mathieu, salut, t'es en retard, scandaleux. Le commercial de la team Basketball Impulsion est là. Et oui, il faut savoir que Mathieu nous a fait un témoignage il y a 15 jours qui était magnifique. Merci encore Mathieu, c'était trop cool. Merci. Alors, Julien... le fait de se centrer sur ses forces ne dépend-il pas de son âge? J'ai appris que très jeune, Kobe bossait beaucoup sur tous ses points faibles afin de devenir le joueur hyper polyvalent qu'il est devenu. Il était seulement 50e en prévision de draft au lycée, je crois. Je pense que ça dépend de la mentalité aussi, parce qu'on parle de Kobe qui est quand même un serpent, je sais pas, c'est un extraterrestre en termes de travail. Un gamin, est-ce qu'il a ce recul-là qui lui permet de continuer à bosser dans tous les aspects alors qu'il est en galère de ouf, tu vois qu'il est en difficulté parce que c'est pas ses points forts, est-ce que ça va être kiffant pour lui, est-ce qu'il va pas un peu baisser les bras parce que au final il fait jamais ce qu'il aime vraiment vu qu'il est tout le temps en difficulté parce qu'il essaye de s'améliorer, ce qui est normal. C'est une philosophie qui est différente de la nôtre, moi je suis pas là-dedans, c'est mon avis, hein, je vais pas concerter Mélissa, donc là c'est juste moi.
Je suis plutôt pour peut-être une balance un peu plus, effectivement un peu plus douce quand c'est jeune, parce qu'il y a des choses déjà qu'ils n'ont jamais fait, donc il faut voir s'ils aiment, voir s'ils ont envie de continuer, même s'ils ne le font pas encore en match. Donc tester des choses, peut-être un grand le mettre à l'aile pour voir ce que ça donne et le faire un peu plus dribbler pour voir s'il aime ça tout simplement. Effectivement, donc il goûte un peu à tout, mais après de s'acharner sur les points faibles, c'est vraiment pas moi ma stratégie. Bah, c'est juste que là, en termes de ratio, si tu calcules, et pourtant moi les chiffres c'est pas trop mon truc, mais si tu passes 2 ou 3 entraînements par semaine, parce que là on parle de Kobe, c'était pas 2 ou 3 entraînements par semaine, lui je pense que c'était 3 entraînements par jour, parce que de ce que je sais, il se levait à 4h le matin pour faire un entraînement de plus que ses autres coéquipiers. Je pense qu'on n'a pas le même ratio en France déjà qu'aux États-Unis, même les professionnels, hein, même nous, voilà, même les mecs ne s'entraînent pas autant qu'aux États-Unis. Donc, si toi, à ton échelle, tu t'entraînes 2-3 fois, comme on sait que c'est plutôt le cas à niveau intermédiaire, on va dire, en France, travailler sur tes points faibles pendant 50% du temps, si je reprends Simon, sur 2-3 entraînements par semaine, ça va faire vraiment beaucoup sur ton ratio. Donc après, c'est encore une question de choix. Enfin, si toi, ton objectif c'est d'être polyvalent, vas-y. Maintenant, nous, notre philosophie, elle se positionne plutôt sur être spécialiste d'un domaine, mais vraiment bien le faire. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'un spécialiste, il sera toujours mieux payé qu'un généraliste. Donc, on parle de payer au basket, tu peux le voir en termes de résultats. Tu seras mieux payé si tu travailles en spécialiste. Donc, c'est-à-dire que si tu te spécialises dans le shoot, par exemple, tu as envie de devenir un bon shooter à 3 points, bah, si tu passes ton temps à te focus sur le tir à 3 points ou le cross, tu seras à la fin un super shooter à 3 points ou un super crosseur dans ton équipe. Et quand on sait que dans une équipe, on a besoin d'un petit peu tout quand même, il y a de la place pour tout. Ouais. Donc si chacun se spécialise et qu'après le coach arrive à faire une complémentarité dans son équipe, parce que ça c'est le boulot du coach aussi, peu importe le niveau, le but c'est quand même d'avoir des joueurs qui sont complémentaires et qui arrivent à jouer ensemble et qui se complètent sur leur spécialité. Ok. On continue, on lira la suite après. Ouais. Ok, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ok. Là pour la suite, donc on t'a donné les 8 étapes essentielles. Donc ça c'est nos 20 ans d'expérience qu'on a regroupé en 8 gros focus à avoir. Et c'est sur ça qu'on s'est basé pour te créer une impulsion sur mesure qui te permette de crosser comme un pro, comme on l'a dit en fait. Donc en fait, dans cette impulsion, tu retrouveras tout ce qu'on vient de dire, les étapes qui sont parfois difficiles à mettre en place, mais on s'est arrangé pour que dans notre contenu, tu puisses travailler en statique, travailler en mouvement, travailler en analytique, travailler en situation réelle, travailler par poste, mesurer tes avancées, parce qu'on a fait des exercices qui sont progressifs et qui te permettent en fait de ok, là pour l'instant je suis au niveau 2, j'arrive pas encore à passer celui d'après, je sais que je suis là et je peux enchaîner sur continuer de bosser le niveau 3 parce que pour l'instant il n'est pas encore hyper ok pour moi. Donc ça te permet de mesurer et d'être tout le temps dans une progression constante. Tu peux travailler avec un partenaire aussi, on a fait des exercices avec partenaire aussi, donc avec ton coach, avec un coéquipier, c'est possible aussi. Yes, il y a aussi, du coup on t'a parlé de l'importance du footwork, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde dans la vidéo, notamment avec Mélissa qui est vraiment très bonne à cette association de main plus pied, parce que moi je suis moins douée à ça, j'ai plus des grosses chaussures de clown, et du coup ça te permet de vraiment mettre ça en place, d'avoir des exercices très très concrets et vraiment pour tout niveau, enfin accessibles en tout cas, qui te permettent vraiment de passer des caps sur le terrain, c'est pas du blabla, c'est vraiment des exercices que nous on a fait sur le bord des terrains de Ligue 2, etc., et qui nous ont permis vraiment de nous exprimer au plus haut niveau. Alors c'est peut-être pas ton objectif le plus haut niveau, mais au moins de passer un cap et d'avoir un cross percutant et de gagner 9 1 contre 1 sur 10. Du coup notre impulsion, on va te la mettre en lien, elle est à 75 €, et voilà. Il faut savoir qu'il y a d'autres options. Oui, il y a d'autres options. Tu voulais rajouter un autre truc ? Non, donc l'impulsion simple est à 75 €. Ensuite on a fait le choix de t'offrir une possibilité d'avoir un groupe Facebook et un suivi qui sera à 99 €. Sur ce groupe Facebook, tu vas pouvoir poster tes vidéos, on va bien sûr être là, on va pouvoir te conseiller, te donner notre expérience, nos 20 ans d'expérience sur le cross. Partage de vidéos, quoi d'autre ?
Ouais, interaction avec nous, tu l'as dit. Je viens de vous mettre en commentaire le lien vers l'impulsion. Si vous souhaitez aller voir, vous aurez de la précision sur ce qui va se passer. Le but aussi du groupe, c'est de se challenger à fond. C'est-à-dire que, je sais pas si tu l'as dit, non, pas de ça, tu vas voir des vidéos d'autres gars qui sont en train de faire l'impulsion, qui sont en train de progresser, de taffer. Il n'y a rien de plus inspirant, et on te parlait de l'importance de se challenger et d'aller hors de ta zone de confort. Il n'y a rien de plus confrontant et de plus important que de regarder ce qui se passe ailleurs. Ok, il bosse comme ça, du coup moi je peux faire ça. Il a peut-être ça à m'apporter, je peux lui poser une question. Tu bénéficieras également des réponses qu'on va donner aux autres. Peut-être que tu n'oseras pas poser une question au début, ou en tout cas que tu ne penseras pas à une question, et boum, il y a quelqu'un d'autre qui va la poser, nous on va y répondre. Comme ça t'apporte du contenu en permanence en fait sur l'impulsion, et tu as un suivi qui est juste hyper sain, parce que le groupe est privé et que c'est que les impulseurs qui ont vraiment pris l'impulsion et qui sont déterminés à progresser. Donc voilà, c'est juste hyper kiffant. Le groupe est créé, sachant que dès que tu prends l'impulsion, voilà, tu as les accès au groupe et tout se passe bien. Yes. Dans l'impulsion, il y a un bonus challenge où justement ça va être super intéressant pour toi de partager tes avancées là-dessus, et on t'en dit pas plus. Je l'ai vraiment créé, ce bonus challenge, pour t'amuser et vraiment montrer la progression là-dessus. Yes. Reste connecté pour la surprise, elle arrive à la fin. Là, il nous reste un truc à dire avant qu'on te file la surprise. Le plus important, c'est quand même la surprise. Et il y a aussi l'option Cross comme un pro VIP. Donc là, c'est suivi individualisé. Comme on te le disait, Stephen ne bosse pas comme Lebron. Et c'est vraiment ça qu'on revendique, nous. Donc le suivi individualisé, c'est quoi? C'est 1 heure avec nous où on parle de ta dextérité, on parle de comment tu la travailles, on optimise la façon dont tu la bosses, on optimise ta façon de mesurer. Bref, on optimise toute ta dextérité pour que justement tu puisses mettre en place des vrais crosses sur le terrain, tu puisses vraiment avoir des responsabilités dans ton équipe. C'est totalement VIP parce que 2 joueuses pro qui te conseillent sur ta dextérité pendant 1 heure, c'est il n'y a pas d'autre mot que VIP, en fait, j'ai pas d'autre mot. Yes. Cette option, elle est à 199€. Yes. Good. Sachant que Mélissa et moi, on a 2 façons complètement différentes d'avoir bossé la dextérité. Il faut savoir que moi, au début, je posais jamais de dribble, et qu'elle, elle a toujours posé des dribbles. Donc, tu as vraiment deux facettes différentes du monde pro qui vont te conseiller. La surprise, c'est que jusque mardi soir, si tu achètes cette impulsion avant mardi soir, quelle que soit la formule que tu souhaites acheter, mardi soir, tu reçois dans ta boîte mail une autre impulsion en cadeau qui s'appelle Booste ta confiance en 7 étapes. Et celle-là, elle est complètement complémentaire de l'impulsion Cross comme un pro. Parce que t'auras beau bosser tes skills, etc. Si tu bosses pas sur ton mindset, sur ton état d'esprit, sur ta confiance sur le terrain, comment veux-tu mettre en place des cross percutants? C'est vraiment super important pour nous. Et c'est pour ça qu'on avait envie de te faire ce cadeau-là. Parce que déjà... on est content de partager ce moment avec toi, et en plus vraiment on pense que ça peut vraiment être hyper complémentaire et hyper intéressant de faire ça pour les résultats que tu vas avoir. Yes, donc profites-en, t'en as pour 24 heures. Ouais, en gros 24 heures, voilà, on vous envoie dans votre boîte mail mardi soir ce cadeau là, cette surprise. Donc il y a un petit délai, sachant que l'autre impulsion vous l'aurez direct, hein. Dès que vous prenez l'impulsion, boum, vous recevez Cross comme un pro dans votre boîte mail. On répond aux autres commentaires? Yes. Alors, il y a un débat sur la main faible. Personnellement, je jouais ailier et je passe meneur pour aider mon équipe, mais seulement par séquence pour le moment, car je n'ai pas l'habitude, sauf qu'on a un seul meneur. Sauf qu'avec seulement une main droite, selon le défenseur, je n'en sors pas vraiment. Ok, donc c'est Simon qui repose une question par rapport à main faible, main fort. Enfin, il n'y a pas de question, mais il s'en sort pas vraiment. Oui, Mélissa a lancé des systèmes à gauche à Sainte-Savine. En match, je ne joue jamais avec ma main faible car j'en ai pas du tout, mais je trouve ça pratique dans des phases de 1 contre 1, 2 contre 2. Et si j'ai trop de pression, je n'arrive pas à regarder le jeu en dribblant, mais je ne sais me mettre que sur ma main droite pour ne pas la perdre. Ok. T'as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, mais... Non. Ok, il n'y a pas de question. Ouais. Le travail de la main faible, c'est aussi un travail de la vie de tous les jours. Par exemple, pour prendre un verre de la main forte, le prendre avec la main faible. Ouais, pourquoi pas. Mathieu, perso en tant que coach, plus que la manip de balle pure, je force mes joueurs à prendre un grand premier appui pour gagner un maximum de distance et d'amplitude avec leur dribble. Qu'en pensez-vous? Déjà c'est top parce que ça fait partie du footwork pour moi et des attitudes. D'ailleurs on n'en a pas parlé des attitudes, mais il y a vraiment une chose super importante dans l'impulsion, c'est que Mélissa a fait toute une partie sur les attitudes à avoir quand tu t'entraînes sur la dextérité et dans les présentations, etc. Bref,
dans le contenu de l'impulsion, tu as énormément d'informations sur les attitudes à avoir pour que ce soit retranscriptible pendant tes matchs. Et là, ce dont parle Mathieu, c'est un peu ça. Prendre un grand premier appui pour gagner un maximum de distance. C'est vraiment, je vois un des exercices que tu as fait dans l'impulsion, c'est vraiment de gagner ton 1 contre 1 grâce à justement ces premiers appuis-là. Après, qu'en pensez-vous, Mathieu? C'est cool déjà parce que ça varie de ce qu'on voit d'habitude. C'est ça, mais c'est tout aussi important, effectivement. Ouais, voilà. Pour moi, le secret, c'est vraiment de combiner et le haut et le bas, donc, la lecture de jeu, parce qu'elle est super importante aussi. On en parle pas souvent, mais c'est aussi prendre l'information, mon défenseur, où est-ce qu'il est, et effectivement, c'est sur les pieds que ça va se jouer. Ouais. Donc, c'est avoir la dextérité en haut et avoir toute l'aisance que tu peux avoir en suivant notre impulsion. Tu vas avoir tout ce qu'il faut dans les mains, mais c'est effectivement, tu vas aussi avoir tout ce qu'il faut dans les pieds. Pardon. Petit contretemps. Ouais, petit contretemps, pardon. Et tu vas aussi avoir tout ce qu'il faut dans les pieds en associant le haut avec le bas. Yes. Donc ouais, très, très intéressant, Mathieu. Ouais, de ouf. Et il faut savoir qu'il y a énormément d'exercices, notamment les exercices en binôme au sein de l'impulsion, qui sont juste top pour ça, parce que ça te fait bosser les deux avec quelqu'un. Donc déjà, il y a le challenge d'être avec quelqu'un, le côté fun. Mais par contre, il y a également la complémentarité du travail du haut et du bas. Donc tu as tout le corps qui est complètement mis au service de l'exercice, avec l'interaction avec l'autre, donc ce qu'elle disait Mélissa, la lecture de jeu, etc. On a trouvé des exercices où tu peux vraiment avoir de l'incertitude qui ressemble à celle que tu vas vivre en match, parce que c'est de l'incertitude de ne pas savoir ce que l'adversaire va faire, ce qui va se passer sur le terrain. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de reproduire dans l'impulsion, et vraiment, moi j'estime qu'on a réussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant aussi. Donc il y a vraiment tout un tas d'infos hyper complètes au sein de l'impulsion. Ok, merci pour vos réponses toujours aussi complètes. De rien, Julien, avec grand plaisir. Bon, on dit pas de rien. Je joue au basket main droite, mais pour tout ce qui est écrit, etc., je suis gaucher. Tiens, c'est rigolo ça, c'est ton frérot. Ouais. Moi c'est pareil, pour tous ceux qui ne savent pas, je suis droitière à l'écriture et gauchère au basket. Yes. Voilà, on arrive au bout. Ouais, écoute, on arrive au bout. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu le format, à nous dire aussi. Ils sont encore une vingtaine, je vois, donc ouais, c'est que ça a dû vous plaire. C'est vrai, t'as raison, je suis pas défaitiste. Ok, n'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit dans votre club, que ce soit sur votre page Facebook ou quoi. Nous, c'est top si ça vous a plu. À en parler aussi autour de vous et allez voir notre impulsion parce que ça dépote. N'hésitez pas à la montrer à des coéquipiers qui savent pas dribbler aussi, hein, parce qu'on en a tous un coéquipier qui veut jamais poser la balle par terre. Je l'ai été, cette coéquipière, à un moment donné. Ça m'aurait fait du bien de regarder cette impulsion, ça m'aurait vraiment fait gagner énormément de temps. T'aurais dû le faire à Saint-Amand, okay. T'aurais très bien pu le faire, ça m'aurait vachement aidé. Et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, de vos commentaires et de continuer à nous suivre vraiment beaucoup, et ça nous fait vraiment plaisir. On est de plus en plus, donc ça aussi, merci de nous suivre, merci de votre confiance. Merci des partages qu'on a. Je sais que je discute beaucoup à droite à gauche avec pas mal d'entre vous, donc c'est un vrai plaisir et c'est vraiment cool d'avoir ce niveau de partage avec vous et c'est vraiment ce qu'on veut, ce qu'on voulait quand on l'a créé et ça continue de grandir, donc merci pour ça, vraiment, on adore. Ouais, trop bien. Écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas, il y a une surprise jusque mardi soir, donc dépêchez-vous. Yes. Et voilà, on vous embrasse. Bonne soirée, salut.